Un gros merci à Vincent de s'être prêté au jeu, comme le disait Hugo. Et merci Hugo pour cette transition. Donc, on passe au forum LNH. Donc, on se joignent à nous, Julien et Andrew, donc, qui n'étaient pas présents jusqu'à maintenant. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Hello! Donc, c'est la conclusion de nos prédictions pour la saison 24-25. Donc, on a déjà fait les 3 premières divisions et on terminait bien entendu avec la division Atlantique, donc la division impliquant le Canadien de Montréal. Plusieurs choix intéressants comme à l'habitude. Je vais commencer par y aller avec vos tableaux personnels. On va partir de la 8e position jusqu'à la première. Et par la suite, je présenterai l'aperçu complet de la division, mais aussi de la Ligue nationale cette année. Donc, quelles équipes on pense voir en série à la fin de la saison. Donc, commençons justement par la 8e position. On est plusieurs à voir les Sénateurs terminer au dernier rang de la division Atlantique. Andrew et moi-même le sont. Andrew, je te laisse commenter justement ta décision. Ben, les Sénateurs, je trouve qu'ils n'ont pas fait le step-up qu'ils auraient dû faire. Là, je vais m'expliquer parce que le noyau des Sénateurs est très jeune. On a Drake Batterson, Brady Tkachuk, Josh Norris qui a manqué une bonne partie de la saison dernière. Je pense qu'il manque un petit peu d'expérience au niveau de ce noyau-là. Bon, on a rajouté Claude Giroux par les années, on a rajouté également aussi David Perron durant l'entre-saison dernière, mais je trouve, je regarde, là, on a l'alignement des Sénateurs actuellement devant nous, en fait, puis tu vois, je regarde et je trouve que en défensive, ça fait peur un peu. En attaque, on a quand même un punch intéressant, mais en défensive, c'est là mon gros point d'interrogation, puis c'est là le maillon faible des Sénateurs. Puis c'est pas quelque chose qu'on a corrigé durant l'entre-saison. Par le fait même, on a échangé Jacob Chikrin aux Capitals pour Nick Janssen. Puis tu vois, Janssen, c'est pas un mauvais défenseur, mais je trouve qu'il manque quelque chose dans cette brigade défensive-là. Chabot a perdu beaucoup de galons avec les années. Jake Sanderson a pris a pris sa place sur la première brigade défensive des Sénateurs. Donc, c'est peut-être le maillon faible des Sénateurs et c'est pourquoi je les classe au dernier rang de l'Atlantique. En fait, pour préciser, on est 5 des 9 membres de l'équipe à avoir les Sénateurs au dernier rang de la division. Un peu comme toi, de mon côté, c'est la défensive qui me fait peur du côté des Sénateurs. Je trouve qu'on manque beaucoup de profondeur à ce niveau-là. Et un nom, Travis Green, qui a mené ses équipes à des excellents résultats dans le passé. Je ne suis pas encore convaincu de sa feuille de route, donc à suivre du côté d'Ottawa. Julien, tu as été surpris, on en parlera un peu plus tard de ton choix, de ta position pour les Sénateurs. Mais de ton côté, en fait, tu vois les Sabres de Buffalo terminer au dernier rang? Écoute, les 2 premiers matchs de l'année me donnent raison, mais c'est juste 2 matchs. Mais, écoute, les Sabres de Buffalo, ils ont récupéré le bon vieux Landy Ruff, mais je pense que ça va prendre un certain moment avant qu'on s'y mette. Ukko-Pekka Lekonen a été bon en fin de saison l'année passée. Je ne sais pas s'il va être aussi bon durant l'année. J'ai hâte de voir, mais j'ai trop de points d'interrogation. Oui, tu regardes leur attaque, ça va, mais je trouve que leur bottom six est faible. Je trouve que Owen Power, Dallin, c'est des no-brainers, mais Byron, c'est un gars ultra offensif qui peut se blesser n'importe quand. Puis pour le reste, je trouve ça correct, mais sans plus. Puis dans les buts, c'est ça, on le sait pas. Oui, peut-être que Lukonen peut connaître une super bonne saison, comme peut-être que ça va être trop pour lui. J'ai hâte de voir, mais je sais pas, c'est pas une organisation qui me convainc. Je sais qu'il y a eu des blessures l'année passée. Ça a fait mal. Mais ça reste qu'ils ont fait un pas en arrière. Ils avaient fini, je pense, 5e l'autre année d'avant. Fini 6-7 l'autre année suivante. Peut-être qu'ils vont finir 6-7. Là, j'hésitais. Finalement, je les ai mis 8 parce que j'avais prédit que l'aîné pour avoir quand même un certain impact, mais là, il est blessé. Puis j'ai pas changé mes prédictions depuis, puis c'est correct. Là. Mais je sais pas, c'est pas une organisation que je trippe fort sur ce qui se passe. Mais peut-être que je me trompe. Et je vais voir. Mais je les mets 8e. Ma réaction de mon côté est la même que la tienne. De mon côté, les Sabres sont un peu plus haut au classement, donc on verra tantôt au fil des positions. Marc-Antoine, tu es le premier à mettre les Canadiens dans ton classement. Tu es le mis au 8e rang de ton côté dans tes prédictions.
Ben, juste, tu sais, j'ai fonctionné un peu dans le principe inverse. C'est dans le fond, tu sais, j'ai pas commencé par le dernier, j'ai commencé par le premier, puis là, tranquillement, pas vite, je descendais. Donc, tu sais, ça a été, tu sais, j'ai comme appris au fur et à mesure qui j'allais mettre dernier. Fait que c'est pas que j'haïs le Canadien ou c'est pas que c'est un désaveu ou quoi que ce soit. Moi, il faut dire que j'ai quand même ajusté par rapport à l'aîné. Parce que j'étais comme ça, c'est un gars qui, sur l'avantage numérique, il peut la mettre dedans. Puis on le sait que l'avantage numérique, c'est quand même une composante vraiment importante. Puis, tu sais, le Canadien, l'année passée, je ne me rappelle plus si c'est dernier ou avant-dernier, mais c'était vraiment pas une équipe vargeuse au niveau de l'avantage numérique. Donc là, je regardais ça, puis je me dirais, bon, qu'est-ce qui fait que cette équipe-là est dernière? Puis, je faisais, comme on dit en anglais, un double check. Je regardais en haut, y a une équipe que je considère qui est meilleure puis qui a plus d'outils? Puis là, tu sais, je me dis, ben, le deuxième pairing, d'après moi, c'est Hudson et Savard. Est-ce que Savard va être capable de garder la cadence à l'âge qu'il a? Puis est-ce que Hudson va être capable de jouer 82 matchs? Très bonne question. Ensuite, je me suis dit, il n'y a pas une vraie deuxième ligne. Pour moi, Newhook, c'est un gars de milieu d'alignement. Fait que troisième trio, deuxième trio. L'aîné blessé. Donc là, il reste quoi? Dak. On sait qu'ils sont quand même très susceptibles de se blesser. C'est quand même des joueurs qui sont susceptibles de se blesser. Dak nous a prouvé qu'il est quand même, c'est un gars qui se blesse. On l'a vu aussi avec Caulfield. Donc, je pense qu'on va. C'est tous des joueurs, d'après moi, qui ne sont pas dans la bonne chaise. Il y a juste Suzuki, selon moi, en ce moment, qui est dans la bonne chaise. Et Goulet Matheson. Montembeault, dans les circonstances, pour moi, ça va, même si, honnêtement, amende honorable, c'est un super gardien dans le contexte d'une reconstruction. Donc là, je regarde ça aussi. Puis on a des contrats qui sont quand même lourds. Puis les contrats lourds, c'est des gars de 3, 4e trio qui ne jouent pas tout le temps. Gallagher, qui est très limité, très vieillissant. Anderson, même affaire. Puis Dvorak, c'est pas de goût, pas de saveur, rien. Et là, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec cette équipe-là? Fait que pour vraiment que ça converge et que ça fonctionne, il faut que le Big Three à l'attaque de Caulfield, Suzuki et Stavkovsky, ça fonctionne absolument puis que l'avantage numérique, ça l'arrache tout. Il faut que Hudson soit capable d'aller chercher entre 45, 65 points, puis que Montembeault goal sa tête, puis que les gars ne se blessent pas, puis que l'aîné revienne. Je trouvais que ça faisait beaucoup personnellement. Donc, c'est juste pour ça, mais c'est pas un désaveu. Puis garde, l'année prochaine, Demidov va être là. L'aîné pour une autre année. On va avoir Newell qui va descendre. Roy, il n'est pas dans la Ligue nationale en ce moment. Fait que si moindrement il se prend en main et que ça fonctionne bien, il va monter. Rainbacker devrait jouer dans la Ligue nationale, peut-être même Engstrom. Et qui sait, si mettons on gagne la loterie et qu'on a le premier au total, bien, ça se peut qu'il soit dans l'alignement. Donc pour moi, c'est correct. Une reconstruction, c'est long. Puis je pense qu'ils se sont brûlés avec ça, par exemple, les sénateurs d'Ottawa. Donc, pour moi, c'est bien correct pour le Canadien. On veut être dans le mix, mais malheureusement, il faut quand même tenir compte du portrait. Puis on n'est pas un marché non plus qui n'aime pas le hockey. On ne risque pas de perdre nos fans. On va juste être plus content si les choses sont bien faites puis au rythme qui se doivent d'être faites. Voilà. Intéressant. En fait, je dirais le Canadien parmi l'équipe, c'est l'équipe qui a le plus de positions différentes dans nos classements. Je vous dirais ça va autant de la 4e position dans l'Atlantique jusqu'à la 8e. Je vous montrerai évidemment les tableaux complets un peu plus tard. Maintenant, nos 7e équipes, bon, je vais y aller un peu plus rapidement pour pas non plus qu'il y ait trop de redites. Mais de ton côté, Julien, tu y allais avec les Canadiens, donc que Marc-Antoine a mentionné. Pour toutes les raisons que Marc-Antoine a mentionnées. Exactement. Andrew, tu y allais avec les sabres que Julien a mentionné également et Marc-Antoine aussi avait les sabres en 7e position. De mon côté, j'y suis allé avec les Red Wings de Détroit. Évidemment, encore là, nos classements, vous l'avez dit, on l'a fait avant la blessure à Patrick Laine, donc j'ai mis le Canadien juste devant. Mais moi, personnellement, les Red Wings, ça fait plusieurs années que je le dis, c'est pas une équipe que j'aime la façon dont elle a été construite. On a commencé une reconstruction. Ben, tu parlais des sénateurs, Marc-Antoine. Je trouve que l'exemple des Red Wings est encore pire. On a fait un début, un semblant de reconstruction avec certains éléments, mais on a rapidement arrêté ça pour décider on signe des joueurs autonomes, on fait des transactions, on va chercher des joueurs plus vieux. Et là, on a la 4e équipe la plus vieille de la Ligue nationale présentement, avec pas vraiment de joueurs entre les deux, des jeunes qui ne sont pas prêts, des vétérans qui ont ralenti. J'aime pas du tout, en fait, le mix à Détroit. Et en plus, on a perdu, exemple, cette saison, David Perron qui s'en va du côté d'Ottawa. On a perdu certains éléments qui auraient pu être intéressants, justement, côté vestiaire. Mais présentement, je ne vois pas les Red Wings encore se battre pour une place en série l'an prochain. Donc, c'est pour ça que je les mets 7e, mais ça va tourner aux alentours du 6 ou 7e rang, selon moi, dans la division. Quand on passe aux 6e position maintenant, les Red Wings pour Marc-Antoine également. Julien aussi, tu as les Red Wings et Andrew, tu as le Canadien de ton côté. Donc,
tu vois le Canadien terminer justement aux alentours du 6e rang cette année? Certainement. En fait, la raison du pourquoi je vois le Canadien au-dessus des Sabres et des Sénateurs, c'est en fait les Sabres, j'ai comme l'impression que c'est question d'un gars. Tage Thompson a connu une saison un petit peu difficile la saison dernière. Puis on a vu que tous les gars qui jouent autour de Thompson, ça a été la même chose. Ça a été la même chose pour Tuck, pour Skinner. Puis même chose aussi pour Dallin. On dirait que toute l'unité du powerplay des Sabres a eu de la difficulté l'année dernière. On a marqué 296 buts il y a 2 ans. Thompson a connu un sommet en carrière de 94 points. Et cette saison qui vient tout juste de passer, on a marqué 246 buts, puis on a vu les Sabres drastiquement chuter au classement en termes de classement au niveau des buts marqués. Donc, vraiment, Buffalo, on dirait, j'ai comme l'impression que c'est autour de Thompson que ça se passe. Puis, pour cette raison-là, moi, je vois le Canadien plus haut parce que le Canadien, bon, oui, on est allé chercher l'année, oui, il va manquer 3 mois, mais au détriment de ça, il n'y a pas juste le fait qu'on a ajouté l'année, il y a le développement de nos jeunes aussi, tu sais, Suzuki, Caulfield, Slafkovský qui vont prendre du galon, puis on va prendre un step en tant qu'équipe. Puis c'est ça la différence entre le Canadien et les Sabres, c'est qu'on dirait qu'on prend un step en tant qu'organisation au détriment d'une équipe qui, avec les années, on manque les séries. Ça fait 13 ans qu'on ne fait pas les séries à Buffalo. C'est pénible. Puis on dirait que je ne vois pas la lumière au bout du tunnel de cette équipe-là. Puis j'ai comme l'impression qu'on va encore tanker pendant quelques années avant de se dire « Ah ben, on va avoir une équipe compétitive là-bas. » là. Mm-hmm. Intéressant. On passe maintenant dans les positions 4 et 5 qui sont souvent celles dans la course aux séries ou à tout le moins pour les équipes Le vrai mix. Oui, exactement. Le mix que le Canadien souhaite atteindre. Parfois, ça s'étend un petit peu comme on l'a vu l'an dernier ou qu'en fin de saison, plusieurs équipes étaient encore dans la course. Julien et Marc-Antoine, vous avez tous les deux les Sénateurs d'Ottawa au 5e rang de votre division. Mais Marc-Antoine, en plus de les avoir au 5e, tu les mets en série. Surprenamment, oui. Ben écoute, c'est peut-être là où j'ai été le plus gambler, là, comme on ose dire pour les Sénateurs. Je pense en effet que la reconstruction n'était pas finie. Si Yakemchuk, mettons, tape le plafond, je pense que là, on aurait été à la bonne place. Mais là, c'est une question de temps. Il faut que tu attendes que ce gars-là se développe puis surtout raffine son jeu. Puis moi, j'ai toujours eu la même question avec ce gars-là. Y a-tu le patin nécessaire? Parce que si, moindrement, ton top 3, c'est Yakemchuk, Chabot puis Sanderson, c'est un superbe top 3. Là, ta défensive, elle a du bon sens. Bernard Docker monte comme ton 4e défenseur. Puis après ça, le reste, ben, garde, tu le trouveras ton 5e puis ton 6e défenseur. Je veux dire, le 1er juillet, il y en a plein de ces gars-là. Et moi, personnellement, je prends le pari que Hallmark va faire les arrêts. Donc, c'est pour ça qu'il manquerait peut-être une année. Peut-être que j'ai été trop gambler. Mais, ceci dit, moi, personnellement, je suis tout de suite là. C'est un des joueurs qui, je crois, l'année passée, on ne peut pas dire qu'il s'est affalé. Là. On ne peut pas dire que ça a été la pente, la descente aux enfers. Mais je pense que cette année, on parle peut-être d'un gars de 100 points au niveau de Stützle. Moi, je prends ce pari-là parce que c'est un joueur que je trouve qui est peut-être parmi les meilleurs patineurs de la Ligue nationale. C'est un des gars les plus dynamiques qui existent. Puis une ligne de centre, Stützle, Norris, Pinto. Moi, je trouve ça intéressant. Ils ont quand même des pièces que je trouve qui sont dans les bonnes chaises. McEwen, comme ailier droit de 4e trio, j'haïs pas ça. Hallmark comme starter, j'haïs pas ça. Stützle comme premier centre, j'haïs pas ça. Norris non plus. Pinto comme 3e centre, j'aime ça aussi. Le fait que Giroud, bon là, il est blessé, mais il va revenir. Perron, c'est quand même des joueurs habiles, mais aussi de caractère, puis qui ont quand même fait leurs preuves. C'est tous des joueurs qui se sont rendus en finale. Et Perron, une Coupe Stanley. Je pense que Brady Tkachuk, c'est une pièce que les alliés de puissance qui ont des habilités, c'est très, très rare. Aujourd'hui, là, je te dirais, la denrée la plus rare, c'est pas des bons patineurs, c'est pas des bons tireurs, c'est des joueurs, des attaquants de puissance. On peut compter sur les doigts d'une main des attaquants de puissance habiles qui sont capables de marquer et récolter des points. Est-ce que tout ce dialogue-là là, va se transposer sur la patinoire? Parce qu'on pourrait peut-être faire un exercice similaire avec les Sabres de Buffalo, puis ça ne fonctionne jamais. Un peu même chose pour les Sénateurs. Moi aussi, la défensive me fait peur. Mais je me croise les doigts aussi peut-être pour une transaction de ce côté-là. Juste aller chercher un vétéran parce qu'ils ont quand même des bons jeunes. Fait que, moi, je pense que c'est l'affaire d'un défenseur. Juste un défenseur qui est capable de mettre des window out qu'on appelle, là, des rondelles dans le haut de la baie vitrée, puis on sort ça dans la zone neutre. Il manque à peu près juste ça. Puis je te dirais, la clé, comme pour toutes les équipes, c'est la santé. Stützle se blesse, je ne peux plus du tout les mettre en série. Oui, puis comme tu disais, peut-être que tu y vas un an trop tôt, mais peut-être que l'an prochain, Linus Ullmark ne sera plus à Ottawa non plus. Donc, c'est à voir. Ce que je vais donner aux sénateurs par rapport à cet été, aux transactions qui ont été effectuées,
on n'a plus, exemple, Chikrin qui ne semblait pas vouloir être là. Ouais. On avait eu aussi la transaction pour DeBrincat l'an dernier qu'on a renvoyé à Détroit. Donc, on veut s'assurer, si on veut, de créer un environnement où les joueurs veulent être présents. Julien, je les avais aussi 5e. Je ne sais pas si tu voulais renchérir là-dessus. Oui, certainement. Je vais renchérir plein gaz. Donc, écoute, on a rajouté Norris parce qu'il était blessé l'année passée. Donc, on l'ajoute à notre alignement cette année. C'est un gars qui est capable de tout faire, bon dans les deux sens de patinoire. C'est un excellent joueur de centre qui va très bien compléter ce tout-là. On a rajouté Perron. Vestiaire, comment bien jouer dans les deux sens de la patinoire. Amadio, que c'est un gars spécialiste plus défensif. On a rajouté Jensen, que c'est un bloqueur de shot qui joue de la bonne façon et qui est bon dans le vestiaire. On a rajouté Ullmark, un des très bons gardiens de but numéro 1 de la Ligue. Puis on a Pinto qui a manqué la moitié de l'année passée, qui là revient cette année, puis il a eu un excellent camp d'entraînement. Puis j'adore ce jeune-là. Il a 6 pieds 3, il a un bon patin, il a un bon tir, il fait tout. Là, ça fait beaucoup d'ajouts par rapport à l'année passée. Donc, c'est des positions quand même clés. Donc, pour moi, c'est hors de tout doute qu'ils vont être dans le mix puis très près des séries s'ils ne les font pas. Il y a trop d'ajouts qui ont été faits. Et en plus, évidemment, tous les jeunes ont pris quand même une année de plus. Je pense que ça fait 2-3 ans qu'on leur répète les mêmes affaires. À un moment donné, ça va rentrer. Il y en a peut-être 1 ou 2 seulement qui vont avoir écouté, mais ça va faire 1-2 de plus à qui ça va rentrer. Donc, non, moi, honnêtement, puis Ullmark a été sensationnel aussi dans le camp dans le pré-saison. Donc, non, je suis très confiant que les Sénateurs, cette fois-ci, ça va être vrai avec tout ce qu'ils ont fait comme travail cette année. Si je peux juste ajouter un petit quelque chose, parce que j'ai comme réalisé aussi avec tous les noms qu'on a mentionnés, en anglais, on dit des game breakers. Moi, je pense que s'il y a des matchs qui s'en vont en prolongation pour en tir de barrage, ça va être 75% du côté des Sénateurs. Parce que s'il faut moindrement que tu envoies Stützle, Sanderson puis Tkachuk sur la patinoire en 3 contre 3, ça s'en va de ton bord d'après moi. Et je pense que Jake Sanderson va exploser cette année. Je pense que c'est un défenseur extraordinaire et qui gratte seulement la surface de son potentiel offensif. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas mentionné dans qu'est-ce qui ferait, mettons, que la mayonnaise pourrait prendre cette année contrairement à l'année passée. Fait que c'était juste 2 affaires. Tu sais, les game breakers, Détroit, là, 0 game breaker. 0. Mais eux, ils en ont à tonnes. Là. Donc, je ne serais pas surpris que ça aussi s'ajoute. L'avantage numérique plus les matchs à 3 contre les matchs qui se terminent à 3 contre 3 et les matchs qui se terminent en tir de barrage. Ben écoutez, je le souhaite pour les Sénateurs. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Puis c'est une belle équipe, en fait. C'est une équipe que j'apprécie le noyau, ce qu'on a tenté de créer au départ. Mais comme je l'ai dit, moi ce que j'ai peur, c'est que ça fasse comme à chaque année, qu'on a des grosses attentes, beaucoup de mouvements. C'est pas toujours facile en début de saison quand tu as beaucoup de nouveaux ajouts et que ça puisse encore leur nuire à long terme. Mais on verra, donc, dans le cas des Sénateurs. De mon côté, pour la 5e position dans l'Atlantique, première petite surprise, je vais avec le Lightning de Tampa Bay. Donc, je ne les mets pas en série. Tout ça parce que j'ai une équipe surprise que je souhaitais voir en séries éliminatoires. Donc, je me dis, il y a toujours des petites surprises en cours d'année. Donc, j'y suis allé avec mon gamble aussi. Mais je mets le Lightning 5e. Beaucoup de mouvements du côté de Tampa Bay. Évidemment, on perd notre capitaine également. Donc, je dirais, ça reste une excellente équipe. Je n'ai pas de doute que John Cooper va pouvoir faire du très bon travail du côté de Tampa Bay. On voit, on a quand même ajouté aussi Jack Genzel qui est arrivé cette année. Mais ça reste tout de même que j'ai l'impression qu'on va peut-être prendre un peu de recul. Et c'est parce que je prévois qu'une équipe de l'Atlantique va enfin déloger, si on veut, le top 4 qu'on voit depuis plusieurs années entre les Bruins, les Panthers, le Lightning et les Maple Leafs. Donc, j'ai l'impression qu'une équipe va pouvoir se glisser dans ce top 4-là. Et c'est les Sabres de Buffalo. Donc, je mets en 4e position. C'est un peu comme c'est vraiment, pour moi, les Sénateurs et les Sabres, c'est 2 équipes en tant que telles qui se ressemblent, qui sont menées par des jeunes joueurs, qu'on a des attentes à chaque année, mais qu'on dirait que ça prend pas. On n'est pas en mesure de franchir le prochain palier. J'ai espoir que cette année, ça sera les Sabres. Effectivement, le premier week-end m'a un peu dégonflé la balloune de ce côté-là, mais je crois quand même qu'on va pouvoir se replacer d'ici pour le reste de la saison. En 4e position, de ton côté, Andrew, tu as les Panthers. Non, pas les Panthers, les Bruins de Boston. Oui.
Ouais, j'ai les Bruins. En fait, le départ de Ulmar, puis aussi le fait qu'on n'avait pas Swayman, ça l'a beaucoup influencé mon opinion par rapport aux Bruins. Cependant, je trouve que les Bruins, ça prend un step. Comment je pourrais dire ça? Ça ne va pas vers la pente ascendante. C'est une équipe qui vieillit. Marchand prend de l'âge. Pasternak, bon, il rentre dans le summum de sa carrière, là, on va se le dire, mais au détriment de ça, les Bruins n'ont pas nécessairement une relève, ils n'ont pas une banque d'espoir, ils n'ont pas de... Mettons, en comparaison avec les Stars de Dallas, par exemple, qui ont un amalgame de vétérans qui sont encore très bons, avec des jeunes qui poussent et qui propulsent l'équipe vers le sommet. J'ai pas l'impression que les Bruins ont ça en ce moment. On voit l'alignement partante de Boston. On a un très beau noyau défensif. On a, Korpisalo, c'est sûr, c'est un point d'interrogation, mais Swayman, c'est un très bon gardien de but dans un bon système défensif. Mais tu regardes aussi l'offensive. Tu sais, je veux dire, Zaka, c'est un gars qui est responsable, c'est un gars qui joue gros. Lindholm, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner à Boston. Charlie Cole a très bien fait l'année dernière. Donc, c'est quand même une très bonne équipe sur papier, mais j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui va se battre pour le top 3 de l'Atlantique. Je regarde, par exemple, sur papier, les Maple Leafs, le Lightning, puis les Panthers, même le Lightning, bon, on en a parlé brièvement un petit peu juste avant de parler des Bruins, qu'il y a eu beaucoup de pertes. Mais je pense que l'arrivée de Guentzel va vraiment, tu sais, c'est un joueur qui prend du galon niveau offensif. Donc, tu sais, je vois mal Boston finir en haut de ces équipes-là pour ces raisons-là. Puis, tu sais, comment je pourrais dire? Tu sais, mettons Boston, est-ce qu'on peut remontrer l'alignement des Bruins, en fait? On te ressort ça dans quelques secondes. Oui, ouais. ok, super, merci beaucoup. Ok, je regarde par exemple le bottom 6 de Boston, par exemple, versus le bottom 6 de d'autres équipes qui sont dans l'Atlantique, que je classe plus haut que les Bruins. Je trouve que le bottom 6 de Boston est un petit peu moins excitant que celui, par exemple, des Panthers, que celui, par exemple, du Lightning. Je trouve qu'il manque quelque chose dans le bottom 6 des Bruins, puis c'est peut-être ça leur maillon faible actuellement. Puis je pense que c'est là où on devrait peut-être accentuer notre focus sur, mettons, à la date limite des échanges, peut-être. Mais c'est vraiment le maillon faible des Bruins. Oui, effectivement. On a Philippe Doucet en commentaire qui mentionne la division atlantique est tellement serrée et compétitive que ça peut presque aller dans tous les bords. Effectivement, en fait, c'est un peu pour ça, je pense qu'aux alentours des rangs 4 à 6, même j'étirerais ça jusqu'à la 3e position, on voit qu'on peut alterner plusieurs équipes et qu'il peut avoir des surprises, évidemment, d'année en année. En 4e position, Marc-Antoine avait aussi les Bruins de Boston. De ton côté, Julien, tu y vas avec les champions en titre de la Coupe Stanley, les Panthers. Donc, selon toi, on va peut-être ralentir un peu en début de saison ou cette saison, en tout cas. Ben, premièrement, avec mettons, ce que j'ai comme expérience, les équipes qui gagnent la Coupe Stanley et qui finissent tard, d'habitude, sans dire qu'ils vont être en dehors des séries, mais c'est un peu plus difficile pour l'autre saison d'après. Ça, c'est un facteur que je prends en considération. Il y a un peu de fatigue accumulée, etc. Les débuts d'année sont plus slow d'habitude. Deuxième facteur, ils ont énormément perdu de pièces en défensive. Moi, c'est là vraiment là, que cette défensive-là n'a rien à voir avec celle qui a gagné la Coupe Stanley. Puis, pour moi, je pense que ça va faire mal. Puis Bobrovsky va prendre un an d'âge. À un moment donné, il n'est pas éternel. Il y a 35, il va avoir 36 pendant l'année. Je pense qu'à un moment donné, il va commencer à ralentir. Donc, ça, plus la défensive. À l'attaque, ils ont réussi quand même à garder pas mal de pièces, là, mais je dirais que ça va les faire reculer un peu. Pas au point de ne pas faire les séries, mais ça, plus justement le fait qu'ils ont fini très tard puis qu'ils ont probablement fêté tard aussi. Donc, c'est ça. Mais c'est une très bonne équipe quand même, là, puis sans enlever aucun respect avec ce qu'ils ont fait l'année passée. Oui, puis ça reste qu'une fois en série, on s'entend. On l'a vu il y a 2 ans, les Panthers étaient rendus en finale comme 8e, et là, on l'a gagné cette année. Donc, sans aucun doute, ça va être une équipe dangereuse encore une fois. Ouais. En 3e position, j'ai eu les Panthers de mon côté. Donc, moi, je les liste dans mon top 3. Mais c'est un peu pour les mêmes raisons que toi, Julien, aussi, que je les mets pas 1 ou 2. J'ai l'impression que peut-être le début de saison va être un peu plus slow. Et au niveau de la défense, j'ai hâte de voir comment on va réagir aux différentes pertes de l'entre-saison. Marc-Antoine, de ton côté, en 3e position, tu as les Maple Leafs de Toronto. Tu es sur mute, Marc-Antoine. Ça, c'est bon quand il est sur mute. Oui, voilà. C'est parce que j'allais dire, c'est une équipe qui, bon, 3e, encore une fois, j'ai assez de monter et descendre. Écoute, c'est sûr que
ils comprennent vraiment pas, dans le sens qu'ils ont beaucoup de punch à l'attaque. S'il y a un Max Pacioretty, tu fais, avez-vous tant besoin de ça? Robertson qui a fait le club aussi, tu fais, bon, OK, ça aussi, c'est de l'attaque. Ben, c'est le fun, tu sais. C'est une équipe qui va marquer tellement de buts. À un certain point, c'était top 3 pour moi, mais où dans le top 3? Bonne question. J'avais bien de la difficulté à les placer. C'est juste que pour moi, c'est pas une défensive assez solide avec un gardien assez solide. Pour moi, il faut que tu choisisses. La défensive ou le gardien ou les deux, mais là, tu n'as pas d'attaque. Fait que tu n'es pas d'avance. Moi, je ne suis pas sûr de Kurstanev à l'âge qui est rendu. Je ne suis pas sûr de Ekman Larson. Attends, il lui reste 6 ans à Kurstanev. Hein? Ouais, non, Ah boy. écoute, puis Benoît, je l'aime bien, à un moment donné, tu ne peux pas faire des miracles avec ça. Puis on dira ce qu'on voudra, mais moi, Joseph Wall, je ne suis pas encore convaincu. Puis Stolarz, non plus. Puis écoute, c'est sûr que cette équipe va marquer des buts parce qu'ils ont quand même réussi à conserver du punch à l'attaque. Puis c'est peut-être la dernière année à Tavares aussi avec ce club-là. Fait que d'après moi, ils vont vraiment vouloir mettre la pédale dans le fond. Mais je trouvais qu'il y a des équipes légèrement plus équilibrées qui m'ont donné le goût d'y placer avant. Donc, c'est sûr que, quand tu as quand même facilement 6 attaquants qui peuvent la mettre dedans, Matthews, Marner, Nylander, Domi, Pacioretty, ça fait comme beaucoup de buts. Fait que ça va être une équipe, là, le plus de buts, le mieux, l'avantage numérique. Fait que j'ai mis 3e. Est-ce qu'à refaire, je pourrais les mettre plus haut? Bonne question. C'est pas trop mon genre de club. Ils ont des vedettes au top. Mais encore une fois, le mur va arriver première ronde, d'après moi. Oui, effectivement, j'ai hâte de voir comment ça va se transposer en série. J'aime ça, Andrew, tu as le même classement, les 4 premiers que Marc-Antoine, donc ça nous permet d'enchaîner également, mais tu as également en fait les Maple Leafs au 3e rang. Julien, de ton côté, le Lightning de Tampa Bay, donc toi tu les places 3e. Ouais, j'ai place 3e. Moi, honnêtement, je regarde leur défensive, j'ai aucun problème avec ça. Moser, McDonough, Edman, Ouais. bon, t'as Radish, Perbix qui sortent de nulle part puis qui sont bons, puis t'as Chernak. Donc, moi, je regarde ça, là, puis c'est du gros stock. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui, il y en a là-dedans qui sont vieillissants, mais ça reste quand même des vétérans incroyables, puis ça va le faire. Surtout quand t'as André Vasilevski, que là, je pense qu'il va commencer à retrouver ses repères cette année. À l'attaque, c'est sûr que plus ça avance, moins c'est intéressant. Si on compare au conquête de la Coupe Stanley, là, au niveau de la profondeur. J'aime quand même l'ajout de Connor Sherry. Bon, est-ce que Gensel peut remplacer Steven Stamkos? Je pense que oui, au niveau des points. Au niveau du leadership, je pense que McDonough peut aller remplacer Stamkos. Donc, je trouve qu'ils n'ont pas tant perdu overall. Cam Atkinson, moi, je pense il est sécure qu'il soit là, mais je pense même pas qu'il va jouer, ou à peu près pas. Mais Connor Sherry, Nick Paul, Iceman, bon, c'est correct, mais ils ont encore un premier trio très bon. Hagel, c'est un gars quand même qui a de compter, c'est un gars très offensif. Charlie, je suis toujours sur ma fin depuis qu'ils ont signé son contrat. Oui, il est responsable, oui, il travaille, mais avec le contrat qu'il faudrait qu'il en mette un peu plus de points au tableau. Mais quand tu regardes la défensive, le gardien de but, puis le premier trio, mettons, là, on va dire, tu es comme OK. Je pense que ça peut le faire 3e, puis évidemment, toute l'expérience qu'ils ont, puis l'éthique de travail, puis etc. Puis les unités spéciales, je suis convaincu que ça, oui, on perd Stamkos, c'est sûr que c'est un élément important dans ce jeu de puissance-là, mais ça reste vraiment que Gensel n'est pas non plus à négliger. Donc, non, je pense qu'ils n'ont pas perdu assez de plumes. Oui, ils ont perdu des plumes, mais ils en ont rajouté aussi. Fait que, grosso modo, je pense que ça peut quand même plus faire là, comme 3e position, mais on s'en parlera l'année prochaine. Oui, puis j'ai hâte de voir Connor Geeky qui s'est amené dans l'échange de Miguel Sergachev. Fait bien maintenant durant le camp. J'ai hâte de voir. C'est un bel ajout offensif justement pour si on veut essayer de renouveler cette attaque-là. Donc, ça sera à suivre à ce niveau-là. Marc-Antoine, Andrew, vous avez tous les deux le Lightning. Je vais laisser Andrew y aller en fait pour cette 2e position. Donc, tu vois le Lightning justement un petit peu plus haut que Julien. Oui, en fait, moi, le Lightning, la raison du pourquoi je les vois encore haut, c'est je pense que le congé estival va avoir fait du bien au Lightning. On a eu des conquêtes de la Coupe Stanley, on a eu des finales de la Coupe Stanley dans les dernières années. Les gros canons, là, ça leur fait énormément d'hockey. Derrière la cravate, on pense à Kucherov, on pense à Pointe, on pense à Vasilevski. Il y a eu une saison quand même difficile l'année dernière, mais il ne faut pas oublier Vasilevski a été blessé en début de saison. Il est arrivé un petit peu tard dans la saison, dans une perspective où les équipes sont déjà préparées, sont déjà prêtes. On s'entend en début de saison, puis les matchs préparatoires, c'est souvent un petit peu
une question d'adaptation, de se remettre un peu là, les pieds dans les bottes de travail. Et Vasilevski est arrivé dans une saison qui était déjà entamée, déjà commencée. Les gars étaient déjà réchauffés, comme on dit. Puis j'ai comme l'impression que Tampa Bay, avec, comme je disais, le long congé, ça va leur faire du bien. Tu as parlé là, de Connor Geeky, des ajouts de Cam Atkinson. Bon, moi, je suis d'accord, je ne vois pas Cam Atkinson sur un deuxième trio, mais tu vois, moi, je n'aille pas ça, Cirelli, sur le deuxième trio. Même qu'au contraire, je pense que ça va faire du bien le départ de Stamkos pour Cirelli parce que, premièrement, dernière saison, Cirelli a eu 45 points, 20 buts quand même, c'est pas mauvais pour un troisième centre. Puis, dans un rôle un peu plus offensif, dans un rôle beaucoup plus différent que, Cirelli a connu depuis le début de sa carrière, je pense que ça va peut-être lui faire du bien. Puis peut-être qu'on va. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il va connaître une bonne saison offensive, Cirelli, sur le deuxième trio. Bien hâte de voir à ce niveau-là. Évidemment, comme je disais, moi, je les ai mis en dehors des séries, mais c'est juste parce qu'il fallait que j'enlève une des 4 équipes du Quatuor. Et c'est parce que j'ai les Bruins de Boston, moi, en deuxième position, comme Julien également. J'étais d'accord avec tout ce que vous avez dit tantôt sur les Bruins, comme quoi c'est une équipe qui a perdu des éléments au fil des années. On manque de profondeur. La défensive reste le maillon important de cette équipe-là. Mais c'est juste qu'année après année, on prédit contre les Bruins, on dit qu'ils vont sortir des séries, que c'est le moment où ils vont devoir penser à renouveler le noyau et on trouve le moyen de faire des saisons records il y a 2 ans, être encore au sommet de leur art l'an dernier en terminant deuxième, tout juste derrière les Panthers. Je ne peux pas encore une fois y aller contre les Bruins de Boston. Il y a quelque chose dans l'organisation qui va au-dessus justement des éléments qu'on retrouve dans l'équipe. C'est vraiment une organisation spéciale qui trouve le moyen de toujours gagner, une éthique de travail incroyable chez tous les joueurs qui se trouvent au sein de ce club-là. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau système de jeu, on va trouver encore le moyen d'être excellent défensivement et de trouver le moyen de gagner, d'engranger des points tout au long de la saison. Je les mets deuxième. Comme je le mentionne, en termes d'alignement, je les mettrais beaucoup plus loin dans la division, mais ça reste que tous les intangibles font en sorte que je mets les Bruins aussi haut. Je ne sais pas si Julien, tu voulais ajouter ou si tu avais d'autres raisons de voir les Bruins être encore aussi performants. Tu sais, dans le fond, ils ont perdu Ulmark, là-dessus. Oui, on va chercher Lindholm aussi au centre. On va chercher les noms de Zadorov. Fait que moi, dans ma tête, ils sont meilleurs. Écoute, ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait avec Zakos en première. Donc là, écoute, il est encore en première, mais il est à l'aide. Mais les noms, ils fit parfaitement avec. C'est un genre de mini bergeron, là, si on veut. Là. Fait que non, moi, honnêtement, je me ferais pas avoir encore. Là. Oui, c'est sûr qu'il y en a. Bon, Brad Marchand, c'est sûr qu'il justement sur une deuxième, c'est bon pour lui, mais non, moi je pense que honnêtement, ça va le faire. Puis écoute, ils ont tellement. Tu regardes leur premier gardien et leur top 6 défensif, écoute, peut-être qu'ils ne compteront pas une tonne de buts, mais ils vont être super bons dans les unités spéciales, ça, je suis convaincu, ils vont profiter de leur chance. Mais à 5 contre 5, ça va être épouvantable de jouer contre eux autres. Donc, moi, c'est pour ça que je pense qu'ils vont être deuxième. Tantôt, Marc-Antoine t'a parlé justement des points en prolongation, puis ça a été très important pour les Bruins dans les dernières années. J'ai hâte de voir si on va pouvoir maintenir ça parce qu'on est allé chercher beaucoup de points en surtemps du côté de Boston dans les dernières saisons. Ce qui nous amène aux premières positions de nos classements. Et là, encore une fois, c'est moi et Julien contre Andrew et Marc-Antoine. Je vais laisser Marc-Antoine parler pour vous deux. Vous y allez avec les Panthers de la Floride au premier rang. Oui, ben tu sais, écoute, c'est sûr que j'ai visé plus la qualité que la quantité avec les Panthers. Je risque probablement, encore une fois, de le regretter, mais regarde, j'ai fait ça comme ça. Moi, c'est la ligne de centre. Écoute, Barkov, Bennett, Lundell, personnellement, je trouve que c'est dur à battre. Lundell a connu des saisons relativement décevantes, mais il jouait extrêmement bien. Fait que quand tu t'assois et tu regardes les games, tu fais « Il me semble que ce gars-là devrait récupérer plus de points. » Donc, éventuellement, si tu le tasses à l'aile et tu t'amuses à jouer avec tes trios, le premier, c'est peut-être Verhaeghe, Barkov, Reinhardt. Ton deuxième, c'est Lundell, Bennett, Tkachuk. Ça, c'est 2 unités de powerplay extraordinaires. C'est du 3 contre 3 extraordinaire. C'est du shootout extraordinaire. Et je pense encore que Bobrovski a encore du hockey à jouer et leur ligne de centre joue dans les deux sens de la patinoire, ce qui aide un gardien vieillissant qui ne peut pas recevoir 35 à 45 lancés par match. Donc moi, j'ai visé ça. J'ai visé leur force. Puis c'est quand même un bottom six intéressant. Quand tu y penses, là Starinen, Rodriguez, AJ Greer, bon, c'est pas si pire que ça, AJ Greer, mais j'allais dire, ils ont quand même 2 que j'aime beaucoup, Evan Rodriguez qui amène beaucoup de vitesse, puis là, Starinen aussi, avec quand même, il est bon sur le stick check, il est bon sur les finishes et mises en échec.
évidemment, la défensive m'inquiète. Bon, pourquoi ça m'inquiète moins peut-être? Je trouve que Forcing en série nous a montré que, moi, dans ma tête, c'était un 6. Et là, c'est un facile 3, peut-être même 2. Donc là, je mise sur le fait que ce gars-là va jouer du immense hockey. Ekblad, qui est quand même un défenseur respectable. Mikola, que je déteste pas, il n'est pas parfait, mais que je déteste pas, qui amène quand même du 16 à cette défensive-là. Bon, là, c'est ça qui est dangereux. Kulikov qui est vieillissant, Bogvis puis Balenskis. Là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bonne question. Moi, je mise sur le fait que Bill Zito, c'est pas un directeur général qui dort au gaz. Je serais pas surpris qu'il regarde cette défensive-là, qu'il fait « Eh là là, qu'est-ce que c'est ça? » et qu'il va chercher un défenseur pour aider cette défensive-là. Un valeureux vétéran. Pourquoi pas un David Savard, par exemple. Et voilà, moi, c'est de voir sur quoi tu mises parce que tu as des valeurs sûres. Tu sais que Barkov va faire des points, puis tu sais que Reinhardt va en faire. Mais tu as des gars que Lundell, on le sait pas, puis lui, on le sait pas, puis lui, on le sait pas. Fait qu'il faut à un moment donné que tu tranches, puis c'est comme ça que j'ai fait mon tranchage, mon processus, on va dire. De notre côté, Julien, tous les deux, nous avons les Maple Leafs de Toronto au premier rang. Déjà, de mon côté, c'est juste pour mentionner, je ne les vois pas se rendre en série pour autant, mais Moi non plus. En saison régulière, c'est une équipe qui va toujours chercher beaucoup de points. Ben, écoute, moi, je regarde leur alignement, puis oui, on chialait un peu sur Tanev, blablabla, machin, truc muche. Ça reste que, mettons, pour cette année seulement, là, c'est une des meilleures défensives qu'ils ont eu depuis à peu près 6-7 ans, je pense. Donc, on parle de défensif. Là. Et Wall, je ne suis pas convaincu non plus, mais Wall, par rapport à ce qu'il a fait et sa progression, j'aime mieux Wall que Samsonov, que Murray, que tout ce qu'on a eu avant aussi. Et on n'a rien perdu à l'attaque, même au contraire. Tu sais, on t'a cherché Pacioretty, que je suis sûr que c'est une troisième ligne, ça va être bon. On a encore Young Croc avec Robertson. Robertson, qui à chaque fois, il est sur le bord, mais là, cette année, ça le fait. T'sais, on a une troisième ligne qui est capable de produire. On a encore Domi qui a super bien fait, Tavares, Nylander. Puis on a Marner, Matthews, Nice. Donc, moi, honnêtement, sur papier, c'est une des meilleures formations des Leafs qu'on a eues depuis les 5 dernières années. Puis, ils ont quand même fini premier les autres années. Fait que je ne sais pas pourquoi ils ne finiraient pas premier encore cette année. Par contre, en série, est-ce que ça va être suffisant? Un gars comme Tanev, McCabe, Benoît, c'est limité. Man Larson, il a bien fait l'année passée avec Panthers. Je ne sais pas si il va être capable avec l'alignement, parce que, comme dit Marc-Antoine, les Panthers, ils ont des centres qui sont capables de jouer les deux centres. Les Leafs, ça dépend. Fait que c'est sûr que ça va être différent pour lui de jouer avec les Leafs qu'avec les Panthers. Mais ça reste quand même que, je regarde cette formation-là, puis je suis comme, bah ouais, il n'y a pas vraiment de raison par rapport aux autres années qui ont fini premier, qui ne finissent pas encore premier cette année. Donc, je suis plus allé dans ce mindset-là. Mais, bon, après, on s'entend, on ne sait pas si c'est tant que ça pour les Leafs, ça, c'est d'un à 3. Donc, on sait que c'est une bonne équipe, on sait qu'ils vont finir en top 3. Là. Mais, c'est ça, moi, je les ai mis premiers pour ces raisons-là. Intéressant. Donc, je vais vous présenter maintenant nos tableaux complets. Donc, commençons par l'Atlantique pour revenir avec les choix de nos collègues qui n'étaient pas à l'écran pour l'instant. Donc, ça se tient. En fait, la plupart de l'équipe est allée avec les Panthers ou les Maple Leafs au premier rang. Éloi fait exception avec les Bruins de Boston. Donc, lui aussi ne souhaite pas se faire berner cette année par les Bruins et les voit encore parmi le sommet de la division Atlantique. Par la suite, bon, évidemment, le Quatuor dont je parlais tantôt est dans le top 4 de la plupart des membres de l'équipe. 2 personnes voient toutefois le Canadien en série cette année. Je pense que, évidemment, on a fait nos classements, comme on l'a dit, avant la blessure à Patrick Laine. Je pense qu'il y avait un certain engouement d'être dans le mix cette année. Donc, Guillaume voit le Canadien quatrième. Il y a également Luc qui les a mis quatrième, tout juste devant le Lightning. Et même m'avait précisé le nombre de points. Donc, 95 pour le Canadien, 94 pour Tampa Bay. Donc, tiens à souligner que ça serait de peine et de misère qu'on ferait les séries éliminatoires. Et sinon, pour le reste, là, vous voyez nos classements également, dont on vous a parlé tantôt à moi et Marc-Antoine. Il y a également Pierre-Carl qui, de son côté, voit une lutte entre les Panthers et les Maple Leafs au premier rang. Et cette lutte s'est reflétée jusque dans notre bilan total de l'Atlantique. Les deux équipes terminent avec 63 points au sein de notre groupe. Donc, évidemment, on donne un maximum de points, 8 points à l'équipe qui est au premier rang de notre classement et on descend comme ça jusqu'à la 8e position. Ce qui départage les deux équipes, 5 personnes ont mis les Panthers devant les Maple Leafs dans leur classement, donc on les fait passer tout juste devant.
mais les deux équipes ont obtenu 63 points, suivis par la suite des Bruins, du Lightning, des Red Wings, des Canadiens, des Sabres et des Sénateurs au dernier rang. Ce qui nous amène maintenant, messieurs, à voir notre classement final de la Ligue nationale pour cette saison 24-25. Donc, vous le voyez, les Panthers, les Rangers, les Stars et les Oilers sont les équipes favorites pour remporter leur division. Cette année, aucune division a 2 équipes repêchées, donc chaque division aurait la 4e position qui se qualifierait pour les séries. Intéressant de noter que les Oilers sont les seuls à avoir obtenu le maximum de points possible, donc 72. Pour ce qui est des Blackhawks et des Sharks, on a été chercher seulement 10 points, donc un de plus que le minimum. Évidemment, on se rappelle, il y a quelques semaines, on avait constaté que Pierre-Carl n'aimait pas les Blues de Saint-Louis, ce qui faisait en sorte qu'il les mettait derrière les Blackhawks de Chicago. J'en profite parce qu'il n'est pas à l'écran présentement. Sinon, pour le reste, là, on voit les équipes repêchées seraient le Lightning, les Islanders, les Jets et le Kraken de Seattle. À noter quand même que les Kings, qui sont en série depuis plusieurs années, ne passeraient pas la coupure cette saison. Donc, quand même très intéressant. On se rappellera l'an dernier qu'on avait eu peut-être une moyenne de 60% environ là, des équipes en série. Donc, il y a des surprises à chaque saison. Donc, finalement, c'est plus pour le plaisir qu'on se prête au jeu des prédictions, mais bien hâte de voir ce qui adviendra de cette saison de la Ligue nationale de hockey.